On n'a malheureusement pas tout retenu d'Hippocrate. Et il y a deux choses, justement, qui ont été complètement oubliées et qui sont, à mon avis, tout à fait essentielles. La première, c'est que pour la médecine d'aujourd'hui, la médecine contemporaine, la médecine moderne, la maladie, c'est dû à une attaque extérieure. On tombe malade parce qu'on est attaqué par une bactérie, par un virus, par un champignon, par une mutation génétique induite par le fait d'avoir trop fumé. Ça vient de l'extérieur, la maladie. Hippocrate ne pensait pas ça. Les Grecs ne pensaient pas ça. Les Grecs pensaient que la maladie, c'était quelque chose d'intérieur. C'était en fait une rupture d'équilibre, une rupture d'harmonie intérieure qui était assurée par ce qu'ils appelaient des humeurs. Et ces humeurs s'équilibraient les unes les autres. Quand il y en avait une qui était en excès ou en carence, la maladie apparaissait. Alors par exemple, si vous aviez trop de bile noire, qui est une des 4 humeurs grecques, eh bien vous alliez tomber dans une mélancolie profonde, ou un cancer. C'est assez intéressant parce que chez les Grecs, la cause de la mélancolie, de la dépression nerveuse et du cancer était la même, trop de bile noire. Donc le médecin grec, Hippocrate, il voulait comprendre pourquoi vous aviez cette disharmonie intérieure. Qu'est-ce qui avait fait que vous n'aviez plus d'équilibre nécessaire à la santé? Et il cherchait partout. Il cherchait dans le corps, il cherchait dans l'esprit, il cherchait dans l'environnement, dans la nourriture. C'était une vision en fait très très globale et une enquête globale pour comprendre pourquoi vous-même, votre équilibre intérieur avait disparu. Et d'ailleurs, la première question qu'Hippocrate posait à ses patients, et les médecins hippocratiques à sa suite, c'était pas « où avez-vous mal ?» C'était pas « quels sont vos symptômes ?» Non, la première question qu'Hippocrate posait, c'était « qui êtes-vous » Alors vous voyez, en 2020, c'est quand même une question que les médecins posent assez rarement, puisqu'il y a eu une étude récente qui a apprécié le temps moyen dans un cabinet de spécialistes ou un cabinet de généralistes, imparti donné au patient pour qu'il expose son affaire avant d'être interrompu par le médecin. Ce temps moyen est de 20 secondes. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu difficile de répondre à la question « qui êtes-vous » en 20 secondes, à moins d'avoir un fantastique esprit synthétique ou d'être Dieu et de dire « je suis celui qui suis ». Mais c'est quand même pas exactement ce qu'on attend d'une consultation médicale. Donc la première chose qu'on a oubliée d'Hippocrate, c'est cette vision très globale, dit holistique, holos en grec, ça veut dire entier, c'est-à-dire une vision intégrale de la santé, intégrant donc tous les éléments dont j'ai parlé. Et puis il y a une deuxième chose qu'on a oubliée d'Hippocrate et qui est à mon avis un point absolument essentiel. En fait, ça vient de la définition qu'Hippocrate lui-même a donnée de la médecine. Il a dit « Je vais définir ce qu'est selon moi la médecine. C'est diminuer la souffrance des patients, atténuer la force des maladies et ne pas traiter les malades vaincus par la maladie. Ne pas traiter les malades vaincus par la maladie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente, ça. C'est un médecin qui finalement nous dit la médecine, elle a un espace, elle a un champ limité. Et le rôle du médecin, c'est aussi de dire, devant une maladie dite inguérissable, que la médecine ne peut rien faire. Et le rôle du médecin, c'est de ne pas traiter les malades vaincus parce qu'il ne sait pas le faire. Alors qu'est-ce que faisait le malade hippocratique de ces patients non guérissables? Eh bien, il les envoyait au temple, il les envoyait au prêtre d'Asclépios, le dieu de la médecine, qui était chargé finalement de relayer le rôle du médecin. Et dans le temple d'Asclépios, qu'est-ce qui se passait? C'est très simple. Pour guérir, il fallait dormir. Il fallait passer une nuit au temple d'Asclépios et dormir. Et à ce moment-là, dans votre sommeil, le dieu Asclépios apparaissait sous la forme le plus souvent d'un animal, un chien qui, par exemple, léchait votre ulcère gangréné de la jambe, une oie qui becquetait le gros orteil gonflé par la goutte que les médecins n'avaient pas pu guérir. Et au réveil, si vous aviez un peu de chance, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde, eh bien vous étiez guéri. Donc, vous voyez, les médecins hippocratiques nous donnent une énorme leçon, là. La médecine n'était pas du tout comme aujourd'hui. Elle n'était pas capable de tout guérir. Au contraire, le rôle du médecin, c'était d'affirmer ses limites et ensuite de passer le relais au monde spirituel. Alors, c'est très étonnant de penser que quand même toutes les traditions spirituelles intègrent une tradition médicale. Toutes. Il y a toujours dans les traditions spirituelles un faiseur de miracles, un faiseur de guérison extraordinaire. Et puis la tradition spirituelle, c'est le bonheur, le bien-être. Ça passe évidemment par une bonne santé. Et c'est très étonnant de penser qu'à l'inverse, dans les traditions médicales, vous n'avez pas de tradition spirituelle.
Et ça, c'est quand même une chose assez étonnante qui m'a beaucoup interpellé. Et donc, je me suis posé des questions sur la manière de concevoir une médecine spirituelle, c'est-à-dire une médecine classique qui intégrerait une dimension spirituelle. Alors, comment est-ce qu'elle peut... quelle voie cette médecine spirituelle peut-elle prendre? Eh bien, en fait, elle peut prendre deux voies essentielles. Une voie profane et une voie religieuse. Une voie profane, une voie laïque, où l'esprit ne s'appelle pas esprit, on l'appelle plutôt le mental, où on considère que eh bien, le mental, les forces mentales ont une force guérissante, une force thérapeutique, sont capables d'interagir avec ce qui se passe dans notre corps. Et puis, une médecine spirituelle à consonance religieuse, où l'esprit prend la forme de la foi. Alors, évidemment, la plupart des médecins acceptent plus ou moins le premier type de médecine spirituelle, qui est la médecine profane. Le deuxième type est beaucoup plus difficile à faire passer. Donc, on va en parler de ça. Alors, dans le cadre de la médecine profane, la médecine laïque, où l'esprit s'appelle le mental, pour reprendre un petit peu le propos de Myriam, c'est vrai que l'effet le plus célèbre et qui représente le mieux, justement, cet effet du mental sur le corps, c'est l'effet placebo. Alors, comme tu l'as très bien défini, donc l'effet placebo, vous savez tout ce que c'est un effet thérapeutique secondaire à un mécanisme psychologique et plus pratique, c'est une amélioration d'un symptôme quand on vous donne un médicament ou une substance qui ne contient pas de principe actif. Il faut quand même savoir que pendant 2500 ans, la médecine n'a prescrit que des placebos. Que des placebos. Les médicaments à principe actif absolument démontrés, c'est tout récent. Imaginez-vous que l'insuline, c'est 1920. Les antibiotiques, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les anticoagulants, la cortisone, c'est les années 50. Donc vous voyez que l'histoire du placebo est beaucoup plus longue que l'histoire de la pharmacologie. Alors, placebo, ça veut dire « je plairai ». Et dans les dictionnaires de médecine, on définit ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un traitement qui plaît au patient. Donc placebo, je plairai. Alors, on sait ce que c'est le placebo, mais peut-être que l'important, c'est surtout de savoir ce que ça n'est pas. Alors, ce que ça n'est pas, le placebo, c'est de la psychiatrie. Ce que ça n'est pas, c'est une illusion, une escroquerie de l'esprit, une hystérie, un jeu. Non. Le placebo, l'effet placebo, c'est d'abord de la chimie. C'est-à-dire que c'est un effet psychologique qui prend corps en nous, véritablement. Alors de la chimie, oui. Le placebo, ça fait synthétiser par le corps des molécules chimiques. Alors on l'a beaucoup étudié dans beaucoup de maladies. Il y a trois maladies dans lesquelles, enfin, trois affections, on va dire, dans lesquelles l'effet placebo a été particulièrement étudié. C'est la douleur, la dépression et en neurologie, la maladie de Parkinson. Alors la douleur, c'est assez fondateur, puisqu'en fait, on a relancé l'effet placebo qui était très connu depuis des siècles et des siècles, mais qui a été vraiment étudié à partir de ce moment-là. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, justement, quand un médecin américain qui soignait des blessés qui venaient du front, des blessés américains qui avaient des plaies de guerre épouvantables, a manqué un jour de morphine. Donc il n'y avait plus de morphine, et son infirmière lui a conseillé de remplacer les ampoules de morphine par des ampoules de sérum physiologique en faisant croire aux patients qu'ils recevaient de la morphine. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, l'effet sur la douleur était à peu près équivalent à celui de la morphine dans 1 cas sur 3, ce qui est absolument énorme. Et ce qui est encore plus intéressant, ce qui montre que c'est vraiment de la chimie, et que l'effet placebo, en fait, déclenche à l'intérieur de notre corps une sécrétion de morphine interne, ce qu'on appelle les endorphines, ce sont des neuromédiateurs qu'on sécrète tous dès qu'on a une agression physique, dès qu'on a mal, ce que fait aussi le placebo. Eh bien, pour démontrer que c'est vraiment un problème chimique, on a réussi à annuler l'effet placebo positif chez un patient qui avait été guéri de sa douleur par une pilule qui ne comportait rien, en injectant un antagoniste de la morphine. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, on ne donne pas de morphine à un patient. On lui donne de la poudre de perlimpinpin. Sa douleur disparaît. On lui injecte un produit qui annule l'effet de la morphine, qu'il n'a pas reçu, et sa douleur réapparaît. Ça, c'est la preuve que le placebo, c'est de la chimie. Alors, cette preuve chimique, on la retrouve aussi dans la dépression, puisque le placebo active les voies, et ça on l'a vu à l'IRM fonctionnel, et même dans l'électroencéphalogramme, active les voies qui sont activées par les antidépresseurs. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que l'effet placebo jouerait au moins pour 50% dans l'effet des antidépresseurs des médicaments. Enfin, dans le Parkinson, on a vu de manière très surprenante, parce que personne n'imaginait que le placebo pouvait améliorer quelqu'un qui avait une maladie de Parkinson. On a vu chez un patient
qui était raide, qui n'arrivait pas à bouger sa main, qui marchait penché, après administration d'un placebo, une amélioration transitoire mais assez spectaculaire de ses symptômes. Et on a pu démontrer par des examens complémentaires que ça correspondait à une activation de la sécrétion de dopamine dans le cerveau, dopamine étant le médiateur qui manque aux patients qui ont une maladie de Parkinson.